Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette table ronde. Table ronde donc autour de la gastronomie du Jardin de la France, organisée à l'occasion de la parution de cet ouvrage, Gastronomie du Jardin de la France, tradition culinaire du Centre Val-de-Loire, aux éditions du Charmoiset, édition blésoise. Donc, parution d'un livre, alors parfaitement raccord, hein, Jardin de la France, cœur de la France, avec le thème de cette édition des Rendez-vous de l'Histoire. Et alors, je le précise d'emblée, j'espère que des gens qui ne trompent pas la salle, il ne s'agit pas d'un livre de cuisine et il ne s'agit pas simplement d'un livre d'histoire, même si nous sommes donc au Rendez-vous de l'Histoire. Non, c'est finalement un livre construit autour d'un imaginaire, cet imaginaire du Jardin de la France, donc, qui est une formule employée pour qualifier d'abord la Touraine par un humaniste italien en 1477, Francesco Florio, qui parle de ce Jardin de la France, qui rend hommage à cette Touraine, Jardin de la France, qui rend hommage à la fertilité de ses sols, à la douceur de son climat, et pour la première fois en français, employé par Rabelais. Florio l'employait en latin, Franciae Viridarium, et en français, en 1532, si je ne me trompe pas, Rabelais l'emploie pour la première fois, Panurge, étant né, dit-il, au Jardin de la France, c'est-à-dire la Touraine. Donc cette formule a servi finalement de fil rouge à cet ouvrage. On l'a reprise et on l'a appliquée, on l'a employée à l'ensemble de la région Centre-Val de Loire autour de cette gastronomie, de cette cuisine du Centre Val de Loire, pour un ouvrage collectif donc que j'ai eu la chance de diriger aux côtés de Francis Chevrier, et un ouvrage collectif qui compte une dizaine de contributeurs qui ont travaillé donc autour, alors avec des approches différentes, des historiens, il y a de l'histoire, hein, donc, des journalistes, des chefs qui sont interrogés, des écrivains qui justement pensent cet imaginaire, et c'est un peu cet ouvrage, pour employer une formule qu'on entend souvent, il va de la fourche à la fourchette, de chapitre en chapitre, de la production jusqu'au culinaire, avec un chapitre consacré au vin, c'est-à-dire à leur histoire, à ce qui se fait aujourd'hui et à ce que peut-être il se fera demain. Encore une fois, chaque contributeur abordant ces thématiques selon ses propres spécialités, selon les approches qui lui sont propres. Donc une dizaine de contributeurs, et nous en avons donc 3 ici, à cette table, qui nous font le plaisir d'échanger avec nous autour de cet ouvrage. Tout d'abord, Jean-Marie Laclaftine, écrivain, auteur d'une trentaine d'ouvrages, romancier, novelliste, qui a aussi écrit des nouvelles et qui est traducteur également. C'est une œuvre évidemment impressionnante et qui nous a vraiment fait l'honneur de contribuer à cet ouvrage. Alors une approche, j'allais dire littéraire, sentimentale aussi, parce que la Loire compte dans votre œuvre, et c'est finalement, j'allais dire en toute logique, que nous vous avons sollicité pour contribuer à ce livre, et je vous en remercie. Une approche que je vais qualifier aussi de contemporaine, journalistique, à travers des entretiens. Alors ça, c'est Anne-Sophie Perrodin qui a mené à bien ces entretiens, qui a écrit plusieurs contributions pour cet ouvrage. Anne-Sophie Perrodin, qui est journaliste pour le magazine de la Touraine, pour le journal de la Sologne également, alors qui nous fait l'amitié de prendre part à cette table ronde. Et je signale d'ailleurs que Danielle Salnave devait intervenir ici et qu'elle n'a pas pu finalement se rendre au Rendez-vous de l'Histoire cette année. Donc je remercie vraiment chaleureusement Anne-Sophie d'être avec nous. Et enfin Jean Vassor pour l'approche historique, parce que Jean Vassor est historien, docteur en histoire, professeur honoraire de Cagnes au lycée Descartes de Tours, et qui, alors là, j'ai envie de dire, double casquette pertinente, puisque à la fois auteur d'ouvrages sur les jardins et auteur d'ouvrages sur le Val-de-Loire. Donc, voilà, une double raison de prendre part à ce livre. Merci beaucoup d'avoir accepté. Donc,
cette table ronde finalement reflète la pluralité, comme je le disais, des approches qui caractérisent cet ouvrage. Et on va essayer de vous donner une idée du contenu de ce livre à travers cette heure et demie, tout ce que vous pourrez trouver donc dans ce livre. Alors, honneur à l'histoire, hein, quand même, on est au rendez-vous de l'histoire, on commence par l'histoire. Donc, Jean, double contribution pour ce livre, et une première formule, puisqu'on est au cœur, une première formule que tu emploies et qui est au cœur, qui est le titre d'une de tes contributions, d'une de ces deux contributions et qui nous met au cœur du sujet. Tu parles de civilisation du jardin pour qualifier ce centre Val-de-Loire. Alors j'ai envie de te dire, c'est quoi une civilisation du jardin et en quoi est-elle pertinente? Est-il pertinent d'utiliser cette catégorie pour le centre Val-de-Loire? Et civilisation, excusez-moi, civilisation du jardin, effectivement, je ressens la possibilité d'utiliser cette expression parce qu'elle a un certain nombre de racines dans le Val-de-Loire. D'abord, des racines monastiques dont on parlera sans doute plus tard, où il y a de Fleury-sur-Loire, c'est Saint-Benoît, jusqu'à Fontevraud, si vous voulez, une série d'abbayes qui toutes disposaient au Moyen-Âge de jardins dans le cadre de leur enceinte et qui, à partir de là, implantent en quelque sorte la possibilité du jardin au sein de la société. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, qu'il y a sans doute des jardins populaires élémentaires, mais dont on n'a nulle trace aujourd'hui. Donc ça, c'est une première raison, une première base de cette civilisation. Une seconde, c'est un imaginaire princier. Un imaginaire princier qui emprunte beaucoup notamment à la littérature courtoise. Sans entrer dans de l'érudition à ce sujet, on peut évoquer la principale œuvre de ce courant, c'est le roman de la Rose, rédigé par deux auteurs orléanais, Guillaume de Loris et Jean Demain, qui présentent dans leur œuvre, en la situant dans le Val-de-Loire, des jardins extraordinaires, d'ailleurs peuplés de plantes qui n'ont rien à voir avec la région. C'est-à-dire que là, ils se permettent ce qu'autorise la fiction littéraire, c'est-à-dire un décalage par rapport à la réalité. Mais c'est une deuxième racine, me semble-t-il, de cette civilisation du jardin. Puis la troisième, ce sont des jardins princiers, c'est-à-dire que des aristocrates se mettent à s'intéresser au jardin, et un de ceux qui joue un grand rôle à ce sujet, c'est René d'Anjou, le roi René, qui est certes duc d'Anjou, mais qui a aussi été possessionné en Provence et qui a été aussi roi de Naples, ce qui l'a mis au contact du jardinage, de l'horticulture méditerranéenne et qui acclimate en particulier en Anjou, dans ces jardins d'Anjou, à la Baumette en particulier, acclimate des plantes méditerranéennes. Donc là, trois sources qui existent avant les grandes expéditions italiennes, celle de Charles VIII à la fin du XVe siècle, qui va se traduire par la rencontre, cette fois sur place, qui était déjà un petit peu faite par certains voyageurs, parce que certains Tourangeaux sont allés en Italie avant les guerres d'Italie, je pense ne serait-ce qu'au peintre Jean Fouquet. Mais là, ça va mettre les Français, la cour, le roi au contact de l'horticulture italienne qui va beaucoup les impressionner. Dans l'entourage de Charles VIII, on est très impressionné par les jardins napolitains de Poggio Reale. C'est ce qui frappe beaucoup, plus peut-être que l'architecture italienne à ce moment-là. Et Charles VIII ramène dans ses bagages d'Italie, de son expédition, un religieux dominicain, Don Pacello da Mercogliano, on l'appelle Don Pacello, c'est beaucoup plus simple et ça évitera de bafouiller à nouveau. Donc il le ramène dans ses bagages pour lui demander de créer des jardins, peut-être au château d'Amboise, mais les rois suivants, à coup sûr, vont le faire travailler au château de Blois et également dans un petit château que le roi possède près d'Amboise, qui est le château de Château-Gaillard, qui finit d'ailleurs par être remis à Don Pacello, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé ce jardin pour le compte du roi, il finit par en devenir le propriétaire. Et à partir de là, se développe une horticulture princière en Val-de-Loire qui conforte l'idée de civilisation du jardin dans cette région, avec les entreprises des rois successeurs ou des princesses de la famille royale qui vont implanter dans divers jardins de nouvelles cultures en étant marqués
par l'influence italienne, que ce soit pour disposer leurs jardins, particulier, disposer les jardins autour d'un axe de symétrie. La tendance médiévale était de juxtaposer des carreaux, c'est-à-dire des parterres juxtaposés. Naît à ce moment-là l'idée d'un jardin organisé par un axe de symétrie qui donne un plan global, souvent relié au plan du château voisin. Le même axe de symétrie pour les deux, c'est ce qu'on voit très bien dans le château de Bury, qui se trouvait ici près de Blois, construit par Flory Robertet, depuis disparu. Donc, ces jardins sont italianisés au niveau de leur structure et puis aussi au niveau des plantes qui sont cultivées, parce qu'on importe des plantes qui étaient cultivées dans le monde méditerranéen, l'aubergine, l'artichaut, les asperges, etc., qui sont des plantes à la mode au sein de l'aristocratie à l'époque. Et cette horticulture princière qui naît dans les châteaux va rapidement, en raison du goût de la cour pour ces produits, ce que les jardins des châteaux ne suffisent pas à satisfaire en quantité, l'horticulture princière va essaimer en dehors des parcs, dans la vallée de la Loire, qui se prête bien à ce type de culture, parce qu'elle dispose de sols intéressants, riches, des terres point trop lourdes et des terres faciles à irriguer à cause du fleuve voisin. Sans doute risquant d'être inondé, c'est un autre problème, mais facile à irriguer. Et je crois que, pour ne pas abuser du temps de parole, c'est à partir de là que la région est marquée, peut vraiment être présentée comme répondant à une civilisation du jardin, étant entendu que les générations suivantes vont s'inscrire dans ces pas et poursuivre cette tradition, mais on parlera peut-être de ces jardins ultérieurs par la suite. Oui, donc j'ai envie de dire, le socle de tout ça, c'est la présence de la cour en Val-de-Loire, quand même. C'est-à-dire qu'on a cette cour itinérante, quelque chose qu'on a parfois du mal à se représenter. C'est-à-dire que la cour de France est finalement en mouvement perpétuel. La cour est itinérante, on est encore loin de Versailles. Donc au XVIe siècle, c'est le cas. C'est aussi peut-être la cause première de ce jardin de la France. La cour joue un rôle décisif, mais je dirais, il n'est pas le rôle premier. Lorsqu'elle arrive, il y a déjà le roi René n'est pas à la cour de France et avait déjà commencé à implanter des choses dans la région. La cour a un effet accélérateur évident et amplificateur, mais on peut s'appuyer lorsque Diane de Poitiers, par exemple, implante dans le parc de Chenonceau un jardin. Elle est beaucoup aidée par l'archevêque de Tours, Simon de Maillet, qui lui-même lui amène des plantes qu'il cultive dans son jardin de Vernoux. Ce qui montre que l'aristocratie locale, certes non éloignée de la cour, un archevêque de Tours à l'époque est proche de la cour par définition, mais l'aristocratie locale est partie prenante, elle aussi, dans cet effort pour développer les jardins, ce goût pour le jardinage, de même que Rabelais, qui est écrit en Italie pour demander des graines. Il y a tout un effet d'entraînement qui se fait. La cour, si l'on veut un modèle, mais ce modèle peut s'appuyer sur un terreau local, c'est le cas de le dire pour du jardinage, sur un terreau local qui est lui-même prédisposé à s'engager dans cette voie. Parce que quand on pense influence italienne, j'ai deux remarques par rapport à ça, on pense finalement peut-être plus souvent jardin d'agrément, mais ce que tu dis aussi, c'est que ça concerne potager, verger, et donc, j'ai envie de dire, l'alimentaire, on va dire, de manière tout aussi importante. Oui, à la Renaissance, dans une première phase, un jardin, ce qui fait l'attrait d'un jardin, c'est effectivement des plantes d'ornement, mais c'est aussi les agrumes. Ah ça, l'agrume, c'est la grande innovation qui fait que tout château se dote d'une orangerie. C'est les agrumes, orangers, citronniers. Et puis, au début, c'est aussi les légumes, des beaux choux, des belles asperges, des beaux artichauts. Tous ces éléments sont pris en compte dans le jardin. On ne sépare pas agrément d'alimentaire. Et quand je reviens à Chenonceau, Diane de Poitiers, dans ce qu'on appelle le parterre de Diane à Chenonceau, c'est-à-dire le grand jardin rectangulaire, si vous allez à Chenonceau qui longe le Cher, elle fait planter à la fois des plantes d'ornement et des légumes. À la génération suivante, Catherine de Médicis, dans le jardin de Catherine, qui est un petit peu à l'aval, sur la même rive du Cher,
ne fait plus, il y a encore des agrumes, mais c'est la seule chose alimentaire qui subsiste. Il n'y a plus de légumes. On passe à l'ornement, comme si ça amorçait une nouvelle phase. Mais si vous vous placez à Blois, dans les jardins du château, à Blois, vous avez, au temps de Pacello, vous avez des légumes, et encore au temps d'Henri IV, c'est-à-dire autour de 1600, il y a encore des légumes, puisque Henri IV en fait venir des salades, par exemple, des jardins de Blois, lorsque il est à Paris. Et à Blois, pour voir disparaître les légumes en tant que produit alimentaire direct, il faut attendre Gaston d'Orléans, c'est-à-dire 1630, 1640, où là, Gaston d'Orléans qui a de remarquables jardins, mais des jardins qui sont conçus davantage comme des jardins d'esthètes ou comme des jardins de botanistes. Et donc, dans ces jardins, on trouve des plantes qu'en première analyse, vous allez dire « Ah ben ça, c'est alimentaire ». Oui, on trouve de la tomate, on trouve des pommes de terre. Sauf qu'à l'époque, ni la pomme de terre, ni la tomate ne sont des plantes alimentaires. Les plantes alimentaires qu'on importe à l'époque, ce sont surtout celles du monde méditerranéen. Les plantes qui arrivent d'Amérique, on est très, très prudent pour les adopter. Tout le monde connaît l'histoire des pommes de terre. Il faut attendre le règne de Louis XVI pour que ça entre en France dans l'alimentation populaire de la population, pas populaire, de la population. Quant aux tomates, on en connaît au XVIIe, on en a. Et elles sont présentes chez Gaston d'Orléans parce que c'est un jardin qui se veut aussi botanique, qui se veut scientifique. Donc, elles sont présentes dans le jardin de Gaston d'Orléans. Elles sont présentes dans des parcs parce que la tomate, c'est joli, ça a un aspect ornemental, mais ça n'est pas consommé parce que ça a une odeur entêtante. Et il faut attendre, pour que la tomate soit consommée, il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et ça, on le sait parce qu'on a les catalogues d'un grainetier, parce que le XVIIIe voit apparaître des grainetiers, c'est Villemorin, Villemorin-Andrieux. Et dans les catalogues de Villemorin-Andrieux, vers 1750, la tomate est disposée dans la rubrique plantes d'ornement. Et 20 ans plus tard, elle apparaît dans les légumes consommables. Mais donc, on ne consomme de la tomate comme produit alimentaire qu'à partir de ce moment-là. Donc, je termine presque mon propos, c'était pur. Au début, la Renaissance, oui, des légumes. Par la suite, tendance à l'effacement des légumes, ce qui ne veut pas dire que dans un parc aristocratique, il n'y a pas un jardin potager où on produit les légumes, je pourrais vous en donner des exemples, mais par exemple Chanteloup. Chanteloup, il y a un parc de plus de 100 hectares, là-dessus il y a 3,5 hectares de jardin potager. C'est grand, 3,5 hectares. Et là, il y a plusieurs puits qui servent à l'irriguer. Mais c'est dans une partie à part, un peu comme le potager du roi à Versailles, n'est pas au cœur du parc de Versailles, c'est marginal. Et donc, les légumes s'effacent. On efface le potager d'un grand jardin, un peu comme dans un château, on efface les cuisines. Les cuisines, très importantes pour la réputation d'un château et de ses réceptions, mais les cuisines, on les dispose au sous-sol, on les dispose à l'arrière, c'est pas quelque chose comme un avant. Même chose pour le potager. Et pour retrouver le potager à l'honneur dans un parc esthétique, dans un parc de type aristocratique, faut quasiment attendre Villandry. Parce qu'à Villandry, là, pour le coup, c'est un parc destiné à éblouir par sa beauté, mais les légumes sont introduits dans le plan esthétique. Mais Villandry, c'est première moitié du XXe siècle, 1903-1936, je crois, que Carvalho établit ce jardin tel que vous pouvez toujours le voir aujourd'hui. Merci. Il y a beaucoup de matière ici. Ça me fait penser à deux choses. Alors, c'est vrai que la première mention de la tomate dans un livre de cuisine français, c'est 1806. Donc, on voit que c'est finalement assez tardif. Hein. C'est le cuisinier impérial de Viard où on trouve de la sauce tomate. Et c'est la première mention, même si ça s'était déjà banalisé sans doute, notamment en France du Sud à ce moment-là. Et un petit point aussi, influence italienne sur les jardins, c'est un point qui est évoqué dans l'ouvrage, incontestablement. Sur la cuisine, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors c'est un de mes dadas, mais il est évident qu'on a tendance à parler de cette révolution culinaire du XVIe siècle qui serait due à l'influence de l'Italie, à la présence de Catherine de Médicis. Et par exemple,
tu as mentionné l'artichaut, c'est un des exemples qu'on cite. La réalité, c'est qu'on est bien incapable de mesurer cette influence, peut-être un goût pour les légumes plus prononcé, très difficile à mesurer, et que surtout, il y a énormément de légendes qui circulent autour de cette influence italienne du XVIe siècle, de la Renaissance, totalement fantasmées. Et alors, notamment le rôle de Catherine de Médicis. Dès que vous lisez quelque chose sur Catherine de Médicis et la cuisine, vous pouvez vous dire que c'est faux, en gros, pour résumer, hein, pour être synthétique. Merci beaucoup. Et alors, précisément, comme je vous disais, l'ouvrage fait ses va-et-vient, opère ses va-et-vient entre le passé et le présent. Et Anne-Sophie, je passe au présent, j'allais dire, parce que, alors je ne sais pas si on peut dire que ce sont les héritiers que vous avez rencontrés de cette civilisation du jardin, mais un petit peu quand même. Je pense à différents portraits qui sont présents dans l'ouvrage. Celui d'Arnaud Lebert, notamment, qui joue sur... Parce que quand on pense Val-de-Loire, on pense monument, quand même, château de la Loire. Et on essaye, nous, là, à travers ce livre, de rappeler aussi ce que peut être la culture alimentaire historique du... Alors, j'ai tendance à dire Val-de-Loire, vous voyez, ça va pas, parce que c'est du centre Val-de-Loire. Et précisément, on a choisi certains personnages qui cultivent cet imaginaire aussi à travers un certain nombre d'actions. Donc, parmi les portraits que vous avez tracés, les entretiens que vous avez menés, il y a celui d'Arnaud Lebert, il y a celui de Philippe Desbrosses aussi, et de Masato Fujisaki, un portrait croisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot qui, justement, je veux dire défendent cette idée d'un Val-de-Loire bon à manger? Oui, effectivement. Alors, on peut peut-être commencer par parler d'Arnaud Lebert, qui fait bien la transition avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, lui, c'est un entrepreneur atypique, en fait, qui a des tas d'idées innovantes pour essayer de valoriser le territoire et son patrimoine gastronomique et culturel. Et en particulier, il a pour idée de mettre des conservatoires de fruits et de légumes dans les châteaux. Et voilà, c'est de là part son grand projet. Il en a déjà fait une dizaine, je crois qu'il y en a 25 qui sont prévus finalement à terme, avec à chaque fois un produit qui va bien avec le château en question. Par exemple, je sais qu'il a mis un conservatoire de la fraise à Cheverny. L'idée, c'est de pouvoir faire le lien entre ce patrimoine historique et architectural et gastronomique de la région. Et au-delà de ça, après, derrière, il veut valoriser le produit dans son entièreté. C'est-à-dire que typiquement, pour la tomate dont on parle depuis tout à l'heure, il ne veut pas simplement exploiter le fruit, la pulpe, mais il va aussi travailler sur la peau, sur la tige. Il a notamment dans l'idée d'essayer de faire une application textile avec la fibre de la tomate, ce qui l'a conduit à reprendre l'atelier de soie rose à Tours. Et il développe aussi toute une gamme de produits à partir de ses ressources locales, en mettant en valeur des personnages, des lieux. Typiquement, il est en train de travailler sur un jus de figue en rapport avec le château de Vallières, bref, avec un personnage, avec sa couleur, enfin, tout est. En fait, il a une démarche. C'est ce qu'il dit dans l'entretien. On pourrait croire qu'il se disperse, mais en fait, tout est cohérent. Ce qu'il veut, c'est remettre le produit à sa place et l'utiliser dans son entièreté. C'est une démarche qui est ancienne, mais qui est moderne aussi. C'est ce qu'on faisait avant et c'est ce que lui il veut retrouver maintenant, utiliser le produit dans sa globalité.
Et sur Philippe Desbrosses, parce que c'est, alors je veux dire, c'est une grande figure locale, mais même, je dirais nationale, parce que c'est quand même un des grands précurseurs, bon, on va dire, de la bio, on dit. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui compte dans le paysage, hein, sans jeu de mots, encore une fois. Je veux dire, c'est quelqu'un d'assez fascinant, quelqu'un d'adorable aussi, soit dit en passant. Voilà, si vous pouvez nous parler de lui également. Oui, alors c'est vraiment une rencontre formidable, hein. C'est sûr qu'en termes de défense de l'agriculture biologique, c'est un pionnier. Lui, il a un parcours fabuleux parce qu'il est né en Sologne, dans une ferme, dans une famille d'agriculteurs. Et puis, il raconte que quand il était petit, il adorait travailler avec les adultes dans les champs. Et puis finalement, quand il a grandi, quand il a eu la vingtaine, il a eu l'opportunité de côtoyer le show business. Et donc pendant plusieurs années, il a monté un groupe avec son épouse, Bellissama. Ils ont fait un titre qui a été un succès. Et puis ils ont vadrouillé. Ils étaient vraiment. Il disait qu'il a côtoyé les étoiles. Et puis un jour, il s'est retrouvé dans sa ferme, il dit le Desbrosses du costume à paillettes, en fait, qui s'était retrouvé en botte en train de curer les vaches. Et puis la vieille bonne de la famille qui le voit faire, et il dit on a échangé un regard entendu. Elle avait compris qu'à partir de maintenant, j'allais plus quitter la ferme. Et là, il a retrouvé ses racines. Et c'est là que, alors ses parents ont converti la ferme à l'agriculture biologique assez rapidement, mais par bon sens paysan, parce que l'un de leurs amis instituteurs leur avait dit que c'était la manière de faire. Et puis lui, il a vu tout de suite que les terres reprenaient vie. Ça lui a donné envie de se pencher là-dessus. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il fallait absolument, envers et contre tout, à l'époque, défendre cette agriculture biologique. C'est un véritable pilier. Il est à l'origine de l'inscription dans la loi de la défense de l'agriculture biologique en France et puis après en Europe. Et puis, j'ai mangé là-bas les meilleures tomates que j'ai jamais mangées de ma vie, juste comme ça, en carpaccio, avec un petit peu de fleur de sel, extraordinaire. C'était une très belle rencontre. Oui, ça, j'en doute pas. J'ai eu la chance aussi de le côtoyer. C'est vraiment toujours un plaisir. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que c'est son enthousiasme de jeune homme, parce que ce n'est plus un jeune homme, mais cette énergie qu'il a. C'est vrai, il est octogénaire. Oui. Il a 85 ans. Et il continue à mener des projets. Il va bientôt, il a pour projet de faire une formation directement sur ces terres. Il continue. Tout à fait. Et alors je le disais, passé, présent, et aussi ce livre, c'est aussi autour d'un imaginaire. Et votre contribution, Monsieur Claftin, c'est intitulé Au Jardin des Merveilles, parce que précisément, j'ai envie de dire, c'était un peu carte blanche. Voilà, que vous évoquait ce Jardin de la France. Et alors j'ai presque envie de dire, là c'est une question peut-être plus personnelle, mais comment vous, dans votre parcours, parce que vous n'êtes pas originaire de la région, mais comment s'est construit votre amour pour le monde ligérien, j'allais dire, et qui fait que, à travers vos ouvrages ou à travers cette contribution, vous avez envie justement de mettre en avant, de dépeindre ce rapport que vous avez avec ce territoire. Oui, il y a plusieurs éléments. Je viens de Bordeaux, en effet. Je suis passé d'un vignoble à l'autre avec beaucoup de joie. Et je pense que il y a eu plusieurs passeurs. Il y a eu déjà Rabelais, dont vous avez cité le nom tout à l'heure, et je suis très heureux qu'il puisse être cité et évoqué ici, parce que pour moi, c'est par excellence la figure tourangelle qui évoque à la fois la joie de vivre et une véritable philosophie de la vie, philosophie liée à la Renaissance. Lui-même est allé souvent en Italie, bon, pas tellement pour faire du tourisme, il y allait plutôt pour fuir la vindicte des Sorbonnicoles, mais il y allait sous la protection
du cardinal du Bellay. Mais quand il était en Italie, il a fait partie de ces Français dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'intéressaient à la botanique, et il a ramené, dit-on, alors je ne suis pas historien, mais j'aime à penser que c'est vrai, je l'ai lu dans quelques biographies de lui, il ramenait des graines d'Italie et il était passionné par tout ce qui était la science, qu'il ne dissociait absolument jamais du plaisir de vivre. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'aime à penser que Rabelais a en effet ramené des graines de laitue qui n'existaient pas encore en France, ou de platane, dit-on. Enfin, bon. Et voilà, pour moi, c'est un premier passeur. Je l'ai découvert assez tardivement. En tout cas, à l'école, j'étais passé complètement à côté. Je voyais en lui le tonton rigolard, un peu scatologique, qui fait rire les foules à la fin des banquets. Et j'ai découvert, vers l'âge de 25 ou 30 ans, une œuvre absolument majeure de la littérature française, mais bien au-delà, un personnage qui est susceptible, jusqu'à nos jours, de nous éclairer sur le sens de la vie. Le deuxième passeur, si j'ose dire, c'est la Loire. J'ai découvert ce fleuve avec émerveillement. J'ai appris à le connaître, à le côtoyer, à y patauger, à y pêcher. On parlera peut-être de la pêche tout à l'heure, même si c'est un peu éloigné des légumes. Mais enfin, il faut quand même des légumes pour accompagner les poissons qu'on mange. Et la Loire, c'est un monde. C'est un monde. C'est encore lié à Rabelais, d'ailleurs. C'est-à-dire que la Loire est un axe de circulation à la fois des marchandises au temps de la Renaissance et à travers l'histoire jusqu'au 19e ou au début du 20e, mais c'est aussi un axe de circulation des idées. Et il y a une beauté dans cette sauvagerie ordonnée de la Loire qui m'émeut très profondément. Encore aujourd'hui, je ne peux pas regarder la Loire sans être profondément touché par une sorte de proximité sensuelle que ne me procure aucun autre fleuve, parce que on dit c'est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe, mais c'est vrai, il n'est pas complètement sauvage, il faut bien dire, mais il y a cette part de sauvagerie que l'on sent. De temps en temps, elle sort de son lit et on voit que ça n'est pas tout à fait de la blague, mais c'est une harmonie qui est liée à une puissance sauvage. C'est comme une danseuse. Elle a quelque chose de bouleversant et d'inépuisable. Donc ça, c'est le deuxième passeur. Enfin, c'est ce qui fait que je me suis vraiment attaché à la Loire et à la Touraine et à ses jardins. Et puis le troisième, et c'est un homme, c'est quelqu'un que j'ai connu, qui est un ami très proche, qui s'appelait Jean-Jacques Martin. Il est mort il y a peu de temps, enfin il y a 2 ou 3 ans. Et c'est lui qui m'a vraiment amené sur le terrain de la connaissance concrète, matérielle, sensuelle. Il m'a appris à chasser les champignons. Il disait chasser. Et on est parti parfois, alors que le jour n'était pas encore levé, on traversait des forêts, et au nez, il pouvait me dire « Coco, là, il y a de l'orange ». Il avait une connaissance très approfondie des paysages, de la culture tourangelle. Il était tourangeau vraiment de souche. Et il avait cette connaissance à la fois de la culture qui était très liée au jardin. Il faisait un potager absolument magnifique, en carré, avec des carrés différents il s'agissait pas seulement de faire plaisir au ventre, il fallait aussi faire plaisir à l'œil. Et ça, c'était vraiment très, très beau. Et j'ai parcouru des milliers de kilomètres avec lui, à pied, en voiture, en Touraine. Il m'a fait connaître énormément de choses, de gens. Je lui dois énormément. Et je me dis que
des personnages comme ça, il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a appris le centième de ce qu'il connaissait vraiment. Parce qu'il y avait des tas de choses qu'il connaissait que je ne pouvais pas appréhender comme lui, de façon physique, profonde, avec ce terroir qu'il avait en lui et tout ce qu'il avait emmagasiné comme connaissances, qui n'étaient pas des connaissances scientifiques, qui étaient des connaissances humaines, sensuelles. Et c'est un trésor. On dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je pense à lui souvent comme ça. C'est-à-dire, je me dis, mais qui est encore dépositaire d'un savoir aussi complet, aussi savant que lui? Il connaissait le vin. Il m'a vraiment fait découvrir le vin. Alors là, les vins de Touraine et les vignobles de Touraine, je les ai longtemps parcourus avec lui. J'en parle un peu dans ma contribution parce que c'est très important. Ça définit un paysage, ça le peigne, et il y a une identité de la Loire, une identité ligérienne et particulièrement de la Touraine qui se définit à travers ces vignobles, à travers la connaissance très profonde qu'ont les vignerons, j'en connais beaucoup, de leur paysage et de la façon dont ils peuvent s'y inscrire et y vivre et partager à la fois leur savoir-faire et la production de leur vigne. Tout ça, c'est Jean-Jacques Martin, donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment introduit à ces trésors. Et je lui en serai reconnaissant toute ma vie, ainsi qu'à Rabelais, évidemment. Jean-Jacques Martin qui a écrit de nombreux livres aussi sur l'histoire, le folklore, je vais dire, de la Touraine. Hein. Oui, Rabelais, auquel vous avez consacré un essai, d'ailleurs. Hein. Oui. Et alors, parfait, le vin, puisque c'est... Alors, j'ai envie de dire, dans la palette d'auteurs, c'est peut-être là le petit angle mort, contrairement au livre, c'est qu'il n'y a pas de spécialiste du vin, puisque Samuel Le Turc, qui a rédigé, donc qui est maître de conférence à l'Université de Tours, qui a rédigé l'article sur l'histoire du vignoble en Centre-Val de Loire, là n'est pas parmi nous. Mais Jean, peut-être un petit mot justement sur cette histoire du vignoble en Centre-Val de Loire. Oui, un petit mot. Je ne suis pas un spécialiste du vin, mais je sais quand même ce qu'en ont dit les grands historiens du vignoble en France. Je pense à Roger Dion, qui était un Ligérien, plus récemment Marcel Lachivert. C'est une histoire assez curieuse parce que au départ, il existe un vignoble de qualité à base d'Auvergnat principalement dans la région d'Orléans, entre Orléans et Blois, les vins de Sainty, qu'on écrit Saintet, mais on dit Sainty par exemple. Et puis, ce vignoble va disparaître, ce vignoble de qualité va disparaître parce qu'à la fin du XVIe siècle, un édit royal interdit aux cabaretiers parisiens de s'approvisionner en vin à moins de 20 lieues, je crois, 20 ou 22 lieues, je ne sais plus, de la capitale. Le but de l'opération, c'est parce que dès l'instant qu'une zone est spécialisée dans l'approvisionnement des cabaretiers, elle produit un vin populaire, c'est-à-dire un vin très coloré, un vin qui n'est pas forcément un vin en finesse et qui n'est donc pas un vin de qualité. Et le but de cet édit, c'était d'éviter justement que la région parisienne ne tombe dans l'adoption d'un vignoble de ce type. Donc on interdit aux cabaretiers de s'approvisionner là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir plus loin. Et qu'est-ce qu'ils trouvent plus loin? La vallée de la Loire, où il y a des vignes pour lesquelles ils représentent d'un seul coup des clients importants. Donc les viticulteurs de la région entre Orléans et Blois se convertissent, abandonnent leurs vins de qualité qui étaient bu à la cour des rois pour le remplacer par des vins grossiers, des vins très colorés, des vins qui plaisent au peuple, qui répondent au goût populaire, en particulier des vins qui doivent être colorés. C'est important parce que dans les contrats d'apprentissage, il était prévu que le maître devait nourrir et abreuver ses compagnons et il ne fallait pas qu'ils trichent. Donc, il fallait vraiment que ce soit rouge. Et même s'il met de l'eau dedans, il fallait que ça reste quand même rouge suffisamment pour que les compagnons soient satisfaits. Donc, il y a là une mutation qui se joue à la fin du XVIe, au début du XVIIe, qui fait disparaître cette Loire orléanaise et largement blésoise du catalogue des vins de qualité. Alors que, au-delà de Blois, vers l'ouest, donc en Touraine, et au-delà,
se joue une évolution au contraire opposée, parce qu'ici, la clientèle que l'on recherche, celle qui s'intéresse à ces régions, c'est la clientèle hollandaise, et plus largement la clientèle du nord de l'Europe, par le biais de la Loire, qui permet d'écouler le vin jusqu'à Nantes, et de là, des bateaux qui vont leur faire remonter la Manche, la mer du Nord, la mer Baltique éventuellement. Et ces clients recherchent des vins de qualité qu'ils sont prêts à payer. Ils sont même prêts à payer les péages sur la Loire, notamment le péage d'Ancenis, je crois, qui était un péage élevé, mais une taxe sur un produit de grande valeur, c'est supportable. Ce ne serait pas supportable pour un vin plus moyen. Donc on a une histoire qui oppose la partie orientale qui bascule dans le vin populaire à une partie occidentale qui joue, elle, la carte des vins de qualité et qui va garder cette orientation dans la suite des temps. La géographie des vignobles se fixe à ce moment-là. Mais bon, si aujourd'hui, du côté de l'Orléanais, on a tendance un petit peu à évoluer. Mais enfin, les grandes lignes se construisent ainsi pour l'époque moderne, en tout cas, j'entends par moderne, fin 16e, 17e, 18e, 19e siècle même. Non, c'est vrai qu'on a du mal à se représenter. J'espère qu'il y a pas d'Orléanais dans la salle, ou en tout cas qu'ils ne sont pas susceptibles que... Je suis Orléanais, je pense. Bon, mais à vrai dire, moi aussi, je suis du Loiret, écoute. Donc, qu'en effet, bas Moyen-Âge, Renaissance, les vins les plus prestigieux, les vins consommés par François Ier, étaient en effet notamment des vins de l'Orléanais. Ça, c'est quelque chose qui est j'allais dire, évidemment relativement oublié. Et par exemple, les vins de Touraine n'avaient aucune réputation particulière. Hein. C'est quelque chose finalement de très tardif, de très récent. Et alors, Jean-Marie Laclaftine, je parcourais votre ouvrage Le Rouge et le Blanc en me disant, là, je vais piocher des références sur le Val-de-Loire, sur les vins de Loire. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise? Non, j'ai vu un peu de Vouvray, la Touraine est absente, surtout des vins du Sud-Ouest qui sont mentionnés. Et puis l'action, enfin, ce sont des nouvelles, prend une place dans le Sud-Ouest. Alors, non, là, c'est plus les racines bordelaises qui ont pris le dessus. Oui, je suppose. Hein, c'est pas du tout un livre sur le vin. C'est un recueil de nouvelles, mais qui est omniprésent, où le vin est présent dans chaque récit, dans chaque nouvelle, de façon un peu rigolarde, un peu ironique, parfois un peu noire, et où j'essaie d'observer ce que le vin peut produire comme conséquence dans les relations humaines. Et ça peut être très positif, ça peut être très négatif, et c'est un regard plutôt ironique. Alors oui, c'est vrai que j'ai cité sans doute dans ce recueil beaucoup plus de vins du Sud-Ouest. C'est peut-être la nostalgie de mon enfance bordelaise. Je ne sais pas, je ne buvais pas de vin à l'époque, mais je me suis rattrapé par la suite. Ça n'est pas voulu, ça n'est pas délibéré. Mais j'ai une très grande admiration pour les vignerons de Loire et de Touraine. J'aime Vouvray, Montlouis, Chinon, Bourgueil. J'ai noté qu'un des narrateurs parle de sa prédilection pour les vins de Loire, quand même. Oui. Donc bon. Oui. Ouais, moi, je suis œcuménique. Alors, sur cette tradition des jardins de la France, pour revenir à l'aspect potager, il y a un aspect aussi qui est très important, parce que on a tendance, là on parle gastronomie, on parle aussi on a parlé jardins royaux. Un des articles, Anne-Sophie Perrodin, est consacré aux jardins ouvriers. C'est aussi une autre, alors tradition locale, évidemment, ce n'est pas propre au Val-de-Loire. Par contre, c'est quelque chose de très vivace, dans les 3 capitales ligériennes. Alors, c'est vrai que ça m'embête, parce que je reviens sans arrêt sur ce Val-de-Loire. Or, le Berry est largement présent, je le signale, dans l'ouvrage, puisqu'il s'agit de traiter, et on y reviendra aussi de la même manière, l'Eure-et-Loire, il s'agit de traiter de l'ensemble de la région. Mais les exemples qu'on a pris dans le cadre des jardins, enfin que vous avez pris, Anne-Sophie, dans le cadre des jardins ouvriers, sont en effet d'abord des exemples ligériens, et c'est un portrait avec aussi une mise en perspective historique de ce qui se fait aujourd'hui. On peut dire là, peut-être une expression dont je me méfie, mais une tradition bien vivante quand même, incontestablement. Oui, absolument. D'ailleurs, je me suis rendu compte ensuite, en lisant l'ensemble des ouvrages et les autres contributions, qu'on retrouvait
très souvent cette notion de jardin ouvrier ou familiaux tout au fil de l'ouvrage. Finalement, ça peut être l'un des fils conducteurs de cet ouvrage. On les voit vraiment très régulièrement à la lecture du livre. C'était un article qui était vraiment très intéressant à faire. J'avoue que je m'attendais pas à me passionner à ce point-là pour ce sujet, parce qu'il traverse véritablement l'histoire. Et j'ai eu la chance, en faisant mes recherches, pour cet article sur les jardins ouvriers, de tomber sur la mémoire des jardins ouvriers dans la région centre, qui s'appelle Jean-Claude Ferraille, qui est affilié à l'Association des jardins ouvriers d'Orléans. C'est un ancien photographe de la Ramée qui, à la retraite, a pris un petit jardin ouvrier et puis il s'est intéressé au mouvement. Et pour les 100 ans de l'association, il a fait un travail extraordinaire. Il est allé rechercher de la documentation très ancienne sur les jardins ouvriers. Il m'a donné accès à ces ressources foisonnante, et c'est comme ça que je suis tombée sur... alors, il y avait beaucoup de comptes rendus, de réunions, de PV d'assemblée générale, et je suis tombée dans l'un d'eux, sur cette petite chanson que je reprends dans l'article, qui est une chanson qui avait été faite par l'association orléanaise des jardins ouvriers pour, je crois, le cinquantenaire du jardin. Enfin, la chanson date de 1946. Et je trouvais que c'était une très très bonne porte d'introduction. Elle introduit le propos, elle le clôt aussi. Et puis entre les deux, c'est vrai qu'il y a toute une très grande partie sur l'histoire des jardins ouvriers qui sont arrivés un petit peu tard, déjà en France par rapport à l'Angleterre, où ils sont nés en 1820, et puis à l'Allemagne. Et en particulier, notamment dans le Val-de-Loire, où ils sont arrivés à la toute fin du 19e siècle. Et en les étudiant, on traverse l'histoire, en fait. C'est pas seulement l'histoire des jardins ouvriers, c'est pas seulement la petite histoire des jardins ouvriers, c'est aussi la grande histoire qu'il y a derrière, avec au début un très gros engouement pour les jardins ouvriers qui est consécutif à l'exode rural. Et puis ensuite, ça a pris de plus en plus d'ampleur avec les deux guerres, où il y avait des réquisitions qui étaient faites pour que les gens puissent avoir leur jardin ouvrier, et où on a une véritable explosion. Et puis ensuite, une traversée du désert, parce que il y a eu l'urbanisation, et que là, on a confisqué des jardins ouvriers pour construire des immeubles. Ça a été très compliqué pour les associations d'essayer de maintenir. On voit qu'il y a un véritable appauvrissement du nombre des jardins ouvriers à ce moment-là. Et puis, depuis, on va dire une quinzaine d'années, on a un nouvel essor. On a toute une nouvelle génération qui veut retrouver ce plaisir de jardiner, alors avec une évolution, parce que souvent ils demandent à ce que les jardins soient plus petits. Ils ont peur de devoir s'occuper de jardins de 250, 350 mètres carrés. Maintenant, on les divise justement pour augmenter leur nombre, parce qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de demandes de jardins ouvriers, et il n'y a pas assez, il y a plus assez de parcelles. Donc c'est une des pistes pour essayer de contenter tout le monde, que de diviser les parcelles existantes pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et puis il y a tout aussi une nouvelle génération de jeunes. Et alors eux, souvent, et c'est ce que j'écris dans l'article, ils arrivent dans le jardin ouvrier un peu la fleur au fusil. Ils savent pas vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Ils bénéficient pas du savoir-faire de leurs ancêtres, comme c'était le cas des premiers héritiers des jardins ouvriers. Et c'est là qu'on retrouve cette notion de partage qui, pour le coup, a toujours fait partie de l'histoire des jardins ouvriers. Les gens qui échangent des techniques, qui échangent des plans, qui échangent des astuces. Et là, on retrouve ça. C'est inscrit dans l'ADN des jardins ouvriers. Les jeunes bénéficient aussi, ceux qui persévèrent, parce qu'il y en a beaucoup qui laissent tomber au bout d'un an, mais ceux qui persévèrent bénéficient de ce savoir-faire ancestral. Et il y a aussi une autre nouveauté,
c'est que les jardins ouvriers s'enrichissent des personnes de cultures étrangères qui viennent, qui s'approprient les parcelles et qui elles aussi amènent leur propre plan, leur propre variété. Et là, Jean-Claude Ferraille justement me disait, si j'avais eu mon jardin chez moi, c'est toute une porte de la culture potagère qui se serait fermée à moi. Il se félicitait aussi de ça. Donc c'était vraiment un article que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Oui, parce que, comme je le disais, on est aussi dans des enjeux très contemporains. Il y a par exemple un article d'Ingrid Proust qui justement parle de l'avenir et des défis que doivent relever les vignerons en centre, alors pas qu'en centre Val-de-Loire, mais en l'occurrence en centre Val-de-Loire. Et il y a la question aussi, par exemple, et là justement, pour illustrer le propos que je tenais tout à l'heure, on sort du Val-de-Loire, on arrive dans la Beauce. Vous avez aussi rencontré, Anne-Sophie, les exploitants de la ferme des Trois Rois, qui sont donc dans la Beauce. Je veux dire, là, on est, je veux dire, ce jardin de la France annexe le grenier de la France, la Beauce, et qui ont fait le choix, eux, d'une exploitation en bio, précisément, eux aussi, avec le souci de répondre à, là aussi, des défis qui se posent actuellement aux agriculteurs. Oui, là encore, c'était vraiment une rencontre, d'ailleurs, toutes celles que j'ai fait pour cet ouvrage, c'était vraiment des rencontres inspirantes. Parce qu'il y a ce que le territoire produit et puis il y a aussi les gens qui le font, ils en font partie. En fait, ce sont des fils d'agriculteurs depuis 6 générations. La ferme des Trois Rois est vraiment très, très ancrée. Et leur père, leur père, lui, faisait des grandes céréales en conventionnel. Et lorsqu'ils ont repris la ferme, ils avaient déjà commencé à avoir cette démarche de vouloir. Au début, il me disait, Jérémy Desforges, il me disait, moi j'étais anti-bio. Et puis finalement, en 2010, il s'est rendu compte que les terres s'appauvrissaient. Et puis en 2014, il a cultivé pour le compte de quelqu'un d'autre une parcelle. Cette personne lui a demandé à ce que ce soit en bio. Et cette année, il y a eu finalement plus de production en bio qu'en conventionnel. Et puis là, il s'est dit, effectivement, la terre change. Nous, il faut qu'on s'adapte à ça. Et lorsque leur père leur a transmis la ferme, c'était leur première décision en fait, de la convertir en bio. Ils ont décidé de la reprendre à leur compte et puis de la faire évoluer aussi dans les cultures qu'ils y cultivaient, pardon. Et ils sont passés sur la protéine végétale. Ils ont changé aussi ce qui était produit sur la ferme. Et en ça, c'est pour ça que j'avais appelé cet article comme ça, Retour vers le futur de l'agriculture, parce qu'il s'inspire beaucoup des techniques et des variétés du passé, et ils le remettent là dans une nouvelle ère en fait. Ils font passer leur ferme dans une nouvelle ère. C'était très courageux de leur part, et en fait c'est un pari gagné. Et la question des légumineuses étant en effet riche d'enjeux pour l'alimentation. Évidemment, je ne vais pas faire un topo sur toutes les questions autour de la production de viande, la consommation de viande, mais justement, c'est là on touche au-delà du bio, ou de la bio, on touche là à vraiment des questions qui se posent sur l'alimentation et la question de la réhabilitation des légumineuses dans notre alimentation. C'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens travaillent parce que c'est sans doute, parfois on parle des insectes, vous savez, comme source de protéines, mais je pense que les légumineuses, c'est peut-être là quelque chose qui est peut-être encore plus riche d'avenir pour les consommateurs, les mangeurs que nous sommes. Précisément ce jardin de la France, là je parlais du grenier de la France, c'est aussi une région qui, alors on a vu qu'ils produisaient, mais qui exportait
Jean. C'est-à-dire que cette réputation, c'était aussi une réputation aux yeux de l'extérieur. Je pense à l'époque moderne. Ce que tu nous présentais tout à l'heure, c'était aussi des produits destinés notamment au marché parisien. Oui. L'exportation est une tradition assez durable, mais sur des produits qui peuvent varier dans le temps. Alors c'est vrai que l'horticulture princière dont j'ai parlé, celle qui est des artichauts, des asperges, des melons, les melons semblent occuper une place importante dans cette affaire, au départ est consommée par la cour lorsqu'elle est présente en Val-de-Loire. Mais plus ça va et moins la cour est présente en Val-de-Loire. Au XVIIe siècle, elle est le plus souvent en région parisienne. Ce qui ne l'empêche pas de toujours apprécier les melons. Et ce qui fait qu'au XVIIe, à Paris, quand on parle de langais, des langais, c'est des melons. Autrement dit, les melons produits en Val-de-Loire sont acheminés par la Loire, puis par la route de Paris. Le grand avantage de la Loire, c'est qu'elle se greffe sur la route Paris-Orléans, qui est une route facile à entretenir, facile à établir, facile à entretenir. Anciennement établie, c'était le grand axe du domaine royal. Et donc, ça fait du système Loire-Route de Paris un ensemble très efficace dans l'économie des transports de l'Ancien Régime. Donc, il y a cette possibilité. Et cette route de surcroît est doublée, mais pour les melons, ça joue moins parce qu'il y a quand même un côté périssable, d'un système de canaux, le canal d'Orléans, canal du Loing, etc., qui permettent de doubler la route et de relier les deux fleuves. Mais la limite tout de même ici, même si les travaux de Françoise de Persson, la spécialiste de la navigation sur la Loire, donnent des textes intéressants à ce sujet. On met de la mousse, on met de la cendre pour permettre aux produits d'être acheminés, parce que ça demande quand même plusieurs jours. Mais progressivement, ce vers quoi on va aller, c'est vers l'exportation d'autres produits, et cette fois-ci non plus vers Paris, mais vers les Antilles, vers l'outre-mer. Et là, c'est des produits tels que les graines d'oignon, tels que la réglisse, tels que les amandes. Parce que c'est des produits qui ne sont plus périssables, éventuellement en ayant subi une première opération, telle qu'une cuisson par exemple, mais qui peuvent donc supporter un voyage plus long et donc être acheminés vers les Antilles dès le XVIIIe siècle, parce que les Antilles, c'est un gros marché. Les planteurs des Antilles, ils ne produisent rien aux Antilles en dehors des produits tropicaux. La canne à sucre, le café, pour le reste, ils font tout venir du continent. Et il y a là un trafic commercial, y compris les meubles, les produits d'ébénistes, et donc y compris les produits alimentaires, et y compris cela. Donc il y a là un premier courant qui se prolonge au 19e, et là ça concerne moins les Antilles, mais ces produits que je citais, les graines d'oignon ou les amandes, etc., sont exportés en dehors aussi jusqu'à la fin du 19e siècle. Même les poires tapées, les fameuses poires tapées de Rivarennes, ont à l'époque été un peu exportées. Et puis tout ça, à la fin du 19e, ça tombe en désuétude. Et les poires tapées de Rivarennes qu'on voit aujourd'hui, c'est un rétablissement d'une production récente. Il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans, je ne connais pas la date exacte, mais c'est quelque chose qui a été rétabli, mais qui avait disparu. Donc, il y a effectivement des possibilités d'exportation. J'en évoquerai une autre aussi, c'est le fait que cette agriculture, ce que j'appelle au départ horticulture princière, c'est légumier, mais ça peut aussi être floral. Et il y a une tradition notamment de roseraie, en particulier dans le Val-de-Loire orléanais, qui font que la région Centre-Val-de-Loire est une grande productrice de fleurs et que pendant longtemps, elle a aussi exporté, en dehors de ses limites, des fleurs un peu partout. Oui, parce que il y a d'ailleurs dans l'ouvrage tout un tas de, focus sur différents produits. Ce que tu disais là, moi, me fait penser aux pruneaux de Tours. C'est-à-dire qu'il y avait une réputation de certains produits. Alors, les pruneaux de Tours, c'était vraiment les pruneaux les plus réputés en France, bien loin des pruneaux d'Agen. Par exemple, je crois que dans la première version du Tour de Gaulle d'Astérix, donc là on est dans les années 60, milieu des années 60, il était même prévu qu'ils s'arrêtent à Tours pour prendre des pruneaux. Vous savez, quand ils prennent ces spécialités durant le Tour de Gaulle. Et c'est sans doute par hasard, d'ailleurs, si ça a été abandonné, c'est qu'on commençait à ne peut-être plus les connaître, ces pruneaux de Tours. Mais au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle encore, c'était les pruneaux les plus réputés. Donc il y a comme ça des produits, et même chose, tu parles du retour des poires tapées. J'avais oublié les pruneaux, là, dans mes... Je te pardonne. Je suis désolé. Merci.
Non, mais par contre, chose intéressante, tu parles du retour de certains produits, ça me fait penser au safran aussi. On a plusieurs articles consacrés au safran, parce que là, on avait un produit important, notamment dans le Gâtinais. Alors, pour là encore faire un sort à certaines légendes culinaires, rien à voir avec les croisades, hein, même si c'est ce que vous lirez partout sur l'arrivée du safran dans le Gâtinais, mais il y avait une très forte tradition du safran dans le Gâtinais. Ça a disparu progressivement, complètement disparu au deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, à partir des années 80-90, il y a eu un réveil. On tente de relancer. C'est pas simple de relancer la production de safran, que ce soit en Sologne, en Gâtinais ou en Touraine. Donc il y a ces histoires aussi comme ça de réputation qui passent, qui reviennent, avec des passionnés aussi qui cherchent à relancer ces productions. Et je pense aussi aux champignons de Paris d'ailleurs, où il y avait là aussi une vraie tradition locale, alors plus récente, en Touraine et en Val-de-Loire, qui est évoquée aussi dans l'ouvrage. Alors, j'ai envie de dire, dans tous nos échanges, pour l'instant, le grand absent, l'éléphant au milieu de la pièce, pourtant je dirais, c'est quand même la cuisine, parce que là, pour l'instant, on évoque surtout, je disais qu'on va de la fourche à la fourchette. La fourchette, où en sommes-nous, hein? Alors évoquons-la un peu, cette fourchette quand même. Anne-Sophie, vous avez rencontré Christophe Hay, qui est un peu alors là, vraiment local, hein, grande figure locale. Et alors, je ne sais pas si c'est un compliment, mais je veux dire la locomotive gastronomique de la région, clairement, qui actuellement est le chef le plus réputé de notre région, et qui précisément a un rapport particulier avec le végétal, avec une cuisine végétale telle que lui la pense, la conçoit, la pratique. Qu'est-ce qu'il a pu vous dire sur ce sujet-là? Oui, effectivement. En fait, il a découvert la cuisine végétale lors de son expérience aux États-Unis où l'avait envoyé Paul Bocuse. Avant ça, il est né et il a grandi dans la région. Il est né à Vendôme, dans la famille c'était une famille d'agriculteurs du côté de sa maman. Son papa était boucher. Et donc, il a très tôt su qu'il voulait devenir cuisinier grâce à sa grand-mère qui cuisinait beaucoup les produits de la ferme. Il a aussi, il nous raconte tout ça, c'est l'avantage, hein. Le format du livre permet vraiment d'aller au fond des choses dans les rencontres. S'est aussi très tôt intéressé à la pêche et il a gagné un premier prix de pêche quand il avait 10 ans, quelque chose comme ça. Il explique que c'est pour ça aussi que les poissons de Loire sont très valorisés dans sa cuisine. Il a fait ses études au lycée hôtelier à Blois et puis ses premières armes au rendez-vous des pêcheurs, qui est à Blois également. Et ensuite, de là, il a été contacté par Paul Bocuse, envoyé aux États-Unis, en Floride, et c'est là, dit-il, qu'il a pris conscience de l'importance de la cuisine végétale, qu'il a appris à la connaître et qu'il a voulu, qu'il a ramené cette envie dans ses bagages de développer ça dans sa cuisine ici en France. Donc au retour, il a commencé à travailler à Paris et puis après il a eu cette opportunité de récupérer la maison d'à côté à Montlivaud. Et là, il y avait il raconte ça, il y avait des maisons enclavées, en fait. Voilà, c'est un village avec des maisons enclavées et des petits jardins partagés, justement, au milieu. Et il a réussi, en discutant avec les propriétaires du coin, à ce qu'ils lui réservent un grand jardin. Et c'est là qu'il a fait pousser, il a fait un jardin de cuisinier, il dit ça. Et où il a commencé à faire pousser lui-même les ingrédients qu'il allait ensuite utiliser dans sa cuisine. Et quand il a laissé la maison d'à côté pour faire Fleur de Loire, juste là de l'autre côté du pont, ça faisait partie du cahier des charges qu'il puisse avoir ces terres sur lesquelles faire pousser les produits qu'il voulait valoriser dans les assiettes. Et
coup, il a ce très grand espace là-bas, ce très grand jardin auprès de son restaurant qu'il n'a de cesse de pousser en avant. Il a fait un conservatoire de l'asperge parce qu'il aime beaucoup l'asperge, il veut vraiment valoriser ce produit, donc il y a un conservatoire de l'asperge. Il y a aussi une orangeraie, une serre d'agrumes. Il dit que voilà, qu'il l'a pas inventé, et justement, il en parle, ça fait partie de ce qui était dans les châteaux à l'époque, il a voulu remettre ça aussi. Et puis, il a fait un verger, enfin bon, voilà. Et au-delà de ça, il a aussi acquis une truffière à Montpré-Chambord. Enfin, il tient à lui produire le maximum des produits qu'il utilise dans sa cuisine. Et lorsqu'il ne le fait pas, il fait appel à des producteurs locaux. Il a un réseau de producteurs avec lesquels il travaille. C'est véritablement essentiel pour lui de valoriser dans les assiettes de ses convives les produits locaux. Il a un vrai ancrage gastronomique sur le territoire. C'est prégnant. Voilà. Et notamment, on peut le dire aussi, alors, il valorise évidemment beaucoup aussi les vins du coin, dont il dit qu'ils ont connu une extraordinaire évolution et qu'il faut la faire connaître. Et puis on le disait, les poissons de Loire, bon, beaucoup a été dénigré avant, par exemple le stylure. Et lui, il disait, ce serait véritablement dommage d'être là, au bord du fleuve, et de ne pas valoriser ces poissons parce qu'ils ont mauvaise réputation. Et oui, c'est marrant, ça fait écho à l'histoire, parce que je me souviens d'une anecdote où François Ier demande, alors je ne sais plus où il est, en région parisienne, et demande qu'on lui apporte des asperges, qu'on aille chercher des asperges du château de Blois, parce qu'il souhaitait les manger. Donc voilà, finalement, il prolonge, Christophe Hay, une tradition ancienne, qui fait là aussi écho à tout ce que tu as pu expliquer, Jean. Alors, peut-être sur une note plus personnelle, je vais peut-être demander à chacun d'entre vous si vous avez parce que l'ouvrage, oui, petite remarque en passant, l'ouvrage ne se veut pas, ce serait pas un crime, mais ne se veut pas une apologie du végétarisme. C'est vraiment l'idée encore une fois, cet imaginaire du Jardin de la France et de la gastronomie qui valorise ce patrimoine local, qui est développé, qui est déployé dans ce livre. Et donc, sur une note plus personnelle, un peu pour conclure, est-ce que je peux vous demander s'il y a un plat local, un produit local qui, pour vous, puisque je disais qu'on termine par la fourchette, qui est une spécialité qui serait finalement peut-être votre favorite, en sachant que, pour être dans le végétal, un des desserts les plus connus en France, on l'oublie souvent, qui est la tarte tatin, est quand même l'emblème d'une cuisine végétale et quand même issu de notre région. Et peut-être un vin pour accompagner, parce qu'il y a cette logique des accords, des mets et des vins. Un article y est consacré dans le livre, écrit par Jérôme Gagnez, sur cet accord des mets locaux et des vins locaux. Donc, encore une fois, comme je le disais, on est sans arrêt on cherche à la fois à parler des produits dans ce livre et de la manière dont ils sont valorisés. Jean-Marie Laclaftine, je commence par vous, puisque je sais que vous voulez parler poisson, si je ne me trompe pas, oui, une recette de poisson. J'ai parlé tout à l'heure de Jean-Jacques Martin, qui m'a fait découvrir la Touraine, les champignons et bien des choses, mais il m'a aussi beaucoup amené à la pêche dans les rivières de Touraine, que ce soit la Loire, la Choisy, le Cher, la Claise. Vous savez que la Touraine, enfin le département d'Indre-et-Loire a la forme très opportune d'une feuille de vigne. Et on peut dire que les nervures sont formées par les rivières qui la traversent. Et nous avons beaucoup pataugé et pêché dans ces rivières. Et je me souviens très bien d'un jour où nous sommes allés à la pêche et nous avons pris un brochet. C'était tout près de chez lui, c'était dans la Claise. Et nous avons pris ce brochet, nous sommes remontés à la maison et une demi-heure après, il était dans l'assiette. Et j'ai voulu raconter ça un petit peu dans un tout petit texte que je vous lis pour évoquer
ce plaisir. C'est-à-dire que la pêche, le vin, l'amitié sont indissociables. Là, ça parle d'une pêche que nous allons faire le matin très tôt. Si nous voulons déguster un brochet ce midi, il ne faut pas s'attarder sur le bol de café. Cela se passe, par exemple, dans les eaux de la Loire ou de la Claise, où je vais parfois faire tremper mes lignes. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer comment convaincre le méfiant animal de sauter dans la bourriche. Un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Vous avez passé la matinée à l'attendre, et le voilà, soudain, dans ce frais matin d'octobre, jaillissant comme une flèche hors de l'eau. Il se débat comme un beau diable, et vous n'avez pas de temps à perdre. Il faut courir à la maison, appeler les copains, faire bouillir l'eau dans la marmite, agrémentée d'herbes diverses, excusez-moi, et de clous de girofle. Pendant que les accourus mettent le couvert et débouchent les premières bouteilles, un Vouvray tendre complimenterait avec la délicatesse requise le plat principal. Vous ouvrez la bourriche, le brochet, s'il est bien éduqué, saute d'un bond dans l'eau frémissante. Une main secourable aura préparé un beurre d'échalote sans qu'on ait besoin de le lui demander. Et voilà, quelques minutes après, chacun noue sa serviette autour du cou et se demande soudain si, par hasard, Dieu n'existerait pas. Et par la suite, me direz-vous, on ne finit pas un repas en suçant des arêtes. Nous avons besoin de douceur, nous autres. Hélas, hormis quelques pommes fripées rescapées des compotes d'automne, vous n'avez rien à offrir aux convives. Un simple délice saura conclure notre affaire. Il nous reste bien quelques œufs pour confectionner des îles flottantes à notre façon. Pas de ces éponges blanchâtres qui surnagent mollement dans une bouillie palichonne, non, des petits morceaux de tendresse posés comme des plumes sur un parfum de crème. Ce n'est pas Hawaï, ce n'est pas Ibiza, c'est la Touraine. Et donc le vin pour accompagner, le vin... Là, j'ai parlé d'un Vouvray. C'est ça, hein, ouais. Un Vouvray tendre, c'est-à-dire que il y a une manie des Vouvrays secs. Maintenant, on les boit beaucoup plus secs, alors que le chenin donne le meilleur de lui-même, souvent, dans ses versions demi-sec ou tendres. Et j'adore boire du Vouvray. Enfin, j'aime tous les Vouvrays, hein, ne vous en faites pas. Mais je préfère avoir un Vouvray légèrement tendre, y compris sur un brochet qui est tout de même le meilleur des poissons. Je signale que les empereurs chinois qui avaient de la bouteille, si j'ose dire, méprisaient complètement les poissons de mer et pensaient que les seuls poissons qui vaillent à leur table impériale, c'était les poissons de rivière. C'est vrai qu'il y a un désamour actuel pour les poissons de rivière et que, notamment, on parlait de Christophe Hay, je pense qu'il fait partie de ceux qui cherchent à valoriser. Alors c'est vrai que le silure notamment, on est loin de l'âge d'or du saumon de Loire, de toute façon on n'a plus le droit de le pêcher depuis le milieu des années 90, mais qu'il y a tout un travail, je pense, à mener pour un peu réhabiliter le poisson de rivière, incontestablement, quoi. Oui, il y a près de Tours, à Brémont, un restaurant qui s'appelle la Cabane à Matelot. C'est un restaurateur qui travaille exclusivement avec des poissons de Loire, toutes sortes de poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger. D'ailleurs, on peut manger des brèmes chez lui, mais alors confectionnés de façon remarquable. Il a été formé au Japon, il faut dire, donc il mêle un peu les influences japonaises avec sa culture ligérienne, et c'est formidable, hein. Je vous invite à faire cette petite visite en bord de Loire. Jean, même question? Moi, je donnerais de la nostalgie. Et en parlant d'une chose qu'on a peu évoquée, c'est les arbres fruitiers. C'est vrai. À part les citronniers, les orangers. Comme je l'ai dit, je suis orléanais, et plus précisément du sud d'Orléans, d'Olivet. Et mon enfance, c'est les cerisiers. C'est les cerisiers. Les souvenirs des cerisiers, c'est les fleurs blanches au mois d'avril. Toute la campagne est blanche. Ensuite, c'est le souvenir, il faut aller cueillir les cerises. Quand on était gamin, on était modérément partant, mais en revanche, pour en consommer, oui. Et ça occupait dans la région, ça jouait un rôle important au point que les ouvriers prenaient souvent une semaine de congé pour aller cueillir des cerises dans les jardins, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre.
Et puis, ce que j'associe à ça, c'est quelque chose de familial, c'est le souvenir des cerises à l'eau de vie, qui est quelque chose aujourd'hui de passé de mode, mais qui, en famille, je me souviens, il y avait des cerises à l'eau de vie, et c'est quelque chose qui me paraît intéressant à évoquer, et les cerises à l'eau de vie et les arbres, parce que les fruits aussi sont une donnée importante de l'alimentation, et dans ce cas-là, effectivement, Olivet était, ça a disparu aujourd'hui parce que l'urbanisation a grignoté les terrains et fait disparaître les cerisiers, mais j'ai eu mon père, quand j'étais enfant, planter des cerisiers, aller ensuite cueillir les cerises. Aujourd'hui, ni mon père ni les cerisiers ne sont plus là, moi encore, pour quelque temps. Voilà. Anne-Sophie. Bah, moi, vous m'avez un peu volé mon idée parce que j'avais envie de parler de la tarte tatin. Je trouve que c'est assez symbolique parce que finalement, il y a beaucoup de nos compatriotes qui pensent encore que la tarte tatin, c'est normand. Et c'est une grave erreur, évidemment. Mais je trouve que ça, en fait, ça caractérise bien un discours que finalement vers lequel sont arrivés tous les intervenants que j'ai pu interroger pour cet ouvrage. C'est-à-dire que tous disent que le territoire, il a tout ce qu'il faut pour être une grande région gastronomique. Il y a les produits dans leur variété, dans leur qualité, il y a les savoir-faire, les gens qui veulent les valoriser, mais tout le monde me dit l'identité de la région, elle s'efface derrière les châteaux. Et c'est probablement vrai, et c'est probablement là qu'il est intéressant de pouvoir valoriser autre chose, du coup, en l'occurrence, le patrimoine gastronomique de la région. Il y a une véritable identité qui se tient, mais qui est méconnue. Et je pense que c'est une bonne conclusion, parce que c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec cet ouvrage, donner une identité gastronomique qui existe déjà, mais en fait, la valoriser au Jardin de la France. Absolument, absolument. Oui, là, moi, c'est vous qui m'avez pris ma conclusion, en fait. Là, ça va pas du tout. Il ne faut pas me faire des choses comme ça. Mais non, c'est tout à fait le cas. J'allais dire, une réputation, ça se construit. Lyon, au-delà de la qualité des produits, des terroirs, de tout ce qu'on veut, des mers lyonnaises, c'est aussi un discours. C'est-à-dire qu'à partir de l'entre-deux-guerres, des années 30 notamment, Lyon a commencé à se proclamer, à se dire capitale gastronomique. Je veux dire, voilà, là on est aussi à essayer de mettre en avant ce qui se fait dans la région. Peut-être que nous on n'en est qu'au début, plusieurs décennies, de nombreuses décennies, presque un siècle après Lyon. Mais je veux dire, les réputations, ça se construit. Et je dirais qu'on y œuvre, tout comme on œuvre dans cette région peut-être à renforcer, construire, élaborer, faire évoluer les identités locales. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions maintenant, en sachant que, alors deux choses, il y aura à la fois, donc le livre est présent, là vous voyez près de la sortie, et qu'il y a même un petit moment de convivialité autour de cette gastronomie du Jardin de la France qui est prévu également à la fin de cette table ronde. Quoi qu'il en soit, d'abord, avant l'estomac, les questions, si vous voulez bien. Donc n'hésitez pas. Y a-t-il des questions dans la salle? J'avoue que moi je ne vois rien. Si vous levez le doigt, ne soyez pas timide en tout cas, évidemment. Non? Ah, monsieur. Alors attendez, il y a un micro qui, par ici, au premier rang. Ah. Non, j'y vais. Alors, j'en profite, j'ai le micro. Alors, non, vous l'aurez ensuite. Par rapport au contexte que l'on connaît, et par rapport au monde des viticulteurs que je connais un peu, la notion de réchauffement climatique est quand même un aspect important par rapport à tout ce qu'on a évoqué, notamment au niveau des productions locales. Comment voyez-vous, vous, en l'état actuel, les incidences de ce réchauffement climatique? Nous, on en voit au niveau de la viticulture déjà, par rapport, écoutez, une relation très simple avec ce réchauffement climatique. Les vendanges ont lieu de plus en plus tôt. Les vins sont de plus en plus forts.
donc ce qui pose quelques problèmes. Des interrogations sont posées par rapport au type de cépage à conserver. Par rapport à ça, comment, et plus généralement, comment vous voyez un peu cette incidence sur le réchauffement climatique par rapport à cette volonté de faire du Val-de-Loire un lieu où la gastronomie s'épanouit pleinement? Alors, je suis mal placé pour répondre, je vais quand même tenter de le faire. Enfin, je me permets, évidemment, chacun est libre de prendre la parole. J'évoquais un article dans l'ouvrage d'Ingrid Proust et c'est elle qui s'attaque à ce sujet-là, qui s'y attaque notamment autour de la viticulture. Précisément, où elle évoque la nécessaire évolution des cahiers des charges, parce que, notamment, aussi évolution des cépages. Donc c'est par ce biais-là, et alors moi je n'ai vraiment aucune expertise, hein, je ne vais pas dire le contraire, sur ce sujet-là, mais c'est par ce biais-là, à travers la question de la viticulture, que ces problématiques sont abordées dans le livre. Évidemment, ça mériterait un livre à lui tout seul, hein, ça va de soi. Nous, pour prolonger un peu la métaphore, on picore. Il y aurait tout un tas de thématiques à approfondir, et c'est donc, encore une fois, la contribution d'Ingrid Proust qui s'intéresse à ce sujet-là, parce que la partie sur les vignobles traite vraiment de l'histoire de ces vignobles. Je parlais de l'accord des mets et des vins, et il y a aussi une partie un peu prospective. Et Ingrid Proust, qui est journaliste spécialisée sur ces questions, c'est elle qui s'y intéresse. Alors, je suis désolé, ma réponse est très superficielle et insatisfaisante, mais vraiment, je n'oserais pas aller davantage sur le terrain. Je parlerai sans savoir. Ça m'arrive souvent, mais pas en public. Il y avait un monsieur là. Oui. Pardon, il y avait un monsieur au premier rang. Ah. Non, parce qu'ils enregistrent. Oui, ils enregistrent. Comme ils enregistrent. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je suis originaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Je vis depuis 40 ans à Angers. Et ma question, elle porte sur l'aspect géographique du jardin de la Loire, enfin le jardin de France, que vous avez situé le long de la Loire. Est-ce qu'on peut fixer des limites aval et amont de ce jardin de la France, ou les limites sont floues Bon, c'est toujours à la fois difficile et artificiel de fixer des limites. Je veux dire que les références historiques qui fondent l'idée de jardin de la France, au départ, l'italien Florio qui a évoqué Loïc, puis ensuite Rabelais, se situent, ça va entre l'Orléanais et l'Anjou, si vous voulez. Saint-Nazaire est vu du côté breton. Dans l'opinion commune, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de point commun, il n'y a aucune limite artificielle, mais c'est pas ce qu'on a d'abord en vue, hein, et les références culturelles banales jouent sur la Loire moyenne. Alors le livre en plus a un effet qui renforce cet aspect puisqu'il est centré sur la région Centre-Val-de-Loire, donc le découpage administratif actuel conforte cette espèce d'opposition faite entre le Val-de-Loire moyen et la Basse-Loire à laquelle vous faites allusion. Mais maintenant, c'est toujours pareil, quand on parle des châteaux de la Loire, le château de Nantes est-il un château de la Loire? Ce sont des conventions, finalement, qui, ici, en général, on ne le met pas dans les châteaux de la Loire, mais ce sont des conventions qui sont mises en avant et qui ne valent qu'à condition d'être un petit peu justifiées. Et à partir de là, toute convention peut être reçue si elle est justifiée, si elle a des raisons d'être. Donc voilà, et je vous répondrai un peu en normand pour arbitrer ce conflit entre la Touraine et la Bretagne. Est-ce que l'Anjou, selon vous, fait partie de... L'Anjou davantage, évidemment, oui. L'UNESCO, lorsqu'il a inscrit le Val-de-Loire dans son patrimoine, ça va du côté de Saumur, à la commune de Chalonnes, exactement. Donc de Sully-sur-Loire, pas tout à fait tout l'Orléanais quand même, de Sully-sur-Loire à Chalonnes. Donc l'Anjou s'y rattache mieux. Et Du Bellay, le poète Du Bellay, si vous voulez, dont la famille a des liens avec Rabelais, se trouve rattaché à ça. Donc historiquement, il y a là des connivences qui jouent. Mais une fois encore, ce n'est qu'une proposition. Voilà.
Et c'est vrai que tracer des frontières culinaires, c'est toujours extrêmement complexe. J'ai parlé de cuisine régionale, on pourrait partir dans de longs débats. Et souvent, on a le sentiment quand même que culinairement, il y a une vraie proximité entre Anjou et Touraine. Je pense aux Rions, par exemple, qui sont, voilà, il y a Rio, Rion. Même les poires tapées, on en parlait, il y a la même tradition en Anjou. Donc même en termes de vin, c'est tout ça. Là, je trouve qu'il y a quelque chose quand même, un patrimoine commun, partagé. Où la frontière, et puis d'ailleurs, cette frontière, elle a même été modifiée lors de la départementalisation, hein, on sait bien. Donc, non, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que là, on est dans un même espace culinaire. Il y a même une tradition qui est un peu oubliée de l'usage d'huile de noix aussi, qui était assez présent. Il y a l'idée de familiarité, quoi. On se sent, les gens, c'est aux gens qu'il faut le demander, qui se sentent en pays de connaissance ou se sentent sortis de leur pays de connaissance habituel. C'est comme ça que ça se gère, mais ça n'a pas de rigueur. C'est une tendance, disons, qui s'impose. Complexité des identités et des appartenances. Oui. Il n'y a que l'administration qui est capable, sur une carte, de vous mettre des traits et vous dire c'est là et c'est là. Une dernière question ? Oui, une question du d'abord. Comment avez-vous délimité finalement le champ des produits ou des thématiques dont vous alliez parler? Tu viens d'évoquer les Rions, le porc est absent. Alors qu'on fait pas totalement, je peux y revenir. Mais voilà. Donc ça, c'était la première question. Comment vous avez découpé finalement l'ouvrage en termes de thématiques? Sur la question de la gastronomie du Val-de-Loire ou de la Touraine, Jacques Puzet avait un mot très intéressant. Il disait qu'en Touraine, il n'y avait pas d'accent. Donc on pouvait parler toutes les langues. Et je crois que l'une des caractéristiques peut-être du Jardin de la France, c'est la dimension d'échange. On a évoqué l'Italie, mais également tu as évoqué les Antilles. Je crois que c'est une dimension le long de l'axe ligérien très importante. Et puis un remerciement à Jean-Marie Laclaftine qui a longuement parlé de Jean-Jacques Martin, qui est une personne fantastique. Et puisque l'on parlait de poisson Loire, vous pouvez aussi aller manger au Martin Bleu, chez le fils de Jean-Jacques, et vous y verrez les dessins qu'il faisait. Non, oui, je te répondais pas totalement parce qu'en fait, précisément, encore une fois, ce serait pas un délit, mais il s'agit pas d'une apologie du végétarisme. Il y a des articles qui traitent un peu on va dire, des traditions culinaires locales et qui reviennent sur le fait qu'évidemment, dans ces traditions, par exemple, là, le centre Val-de-Loire, il y a une tradition de la charcuterie cuite qui est très forte et qui est un des marqueurs. De toute façon, on parle du vin évidemment, mais l'un des autres grands marqueurs parmi les produits régionaux, ce sont quand même les fromages. Donc, ils sont évoqués dans l'ouvrage parce qu'il ne s'agit pas d'occulter cette dimension-là, ça va de soi. Donc, la sélection, on a procédé aussi, comme je le mentionnais, sur tout un tas de focus. Là, des produits végétaux, les pruneaux de Tours par exemple, le vinaigre d'Orléans, et donc de produits. Alors, il y a quelques années, j'avais piloté l'inventaire du patrimoine. J'avais copiloté, c'était une équipe, l'inventaire du patrimoine culinaire de la région Centre chez Albin Michel. Et précisément, on a pioché dans cet inventaire pour un peu sélectionner des produits qu'on va dire emblématiques de la région. Et là, encore une fois, des produits végétaux avec asperges, fraises de Sologne, entre autres. Qui sont des marqueurs. Donc finalement, c'était un des moyens de sélectionner ces produits. Le safran, si on a choisi d'y consacrer un article, pas simplement une sorte de focus qui sont des petites vignettes, c'est aussi parce que là, il y a cette histoire longue. Il y a un article sur le cresson aussi, la cuisine du cresson, qui là, on pourrait dire, à choisir, marquerait plutôt la cuisine du Gâtinais, donc dans le Loiret. Donc voilà, on a essayé un des autres moteurs dans notre sélection, c'était aussi d'essayer vraiment de quadriller le territoire aussi, pour justement rendre justice au Berry, par exemple. Voilà, il y a un focus sur la lentille verte du Berry. Il y a le travail qui est mené par l'URGC, l'Union des ressources génétiques du Centre, qui a d'abord commencé son travail dans le Berry et qui cherche à refaire vivre des variétés oubliées. Donc voilà, je veux dire, il y avait aussi cette volonté de quadriller le territoire. Merci à vous.